Salam alaikum, bonjour à tous. Donc on continue notre lancée de cours, notre série de cours, et on va faire aujourd'hui l'embolie pulmonaire. Donc l'embolie pulmonaire, donc c'est l'oblitération, l'obstruction, elle est brusque, elle est totale ou partielle, de l'une des branches de l'artère pulmonaire. Donc l'artère قادر تكون proximale, comme قادر تكون une obstruction distale. Donc c'est une oblitération ou là une obstruction qui se fait par un embole. Donc il faut que cette obstruction se fait par un embole qui vient de loin. Ce n'est pas un thrombus in situ, ce n'est pas une compression. Donc c'est un embole qui vient de loin, il va boucher l'artère pulmonaire en proximal ou là en distal. Et la nature de l'embole, le plus souvent, il est fait de sang coagulé. Donc il est fibrinocryorique. Donc c'est l'oblitération par un embole, le plus souvent fibrinocryorique, de l'artère pulmonaire, qu'elle soit proximale ou distale. Donc c'est une affection qui est très fréquente, assez fréquente, jusqu'à, par exemple en France, jusqu'à plus de 100 000 nouveaux cas chaque année. Aux États-Unis, par exemple, ça dépasse 300 000, donc une incidence qui est très élevée, par rapport, par exemple, à l'incidence de l'endocardite, où on a vu que c'est environ 2000 nouveaux cas en France. Donc l'embolie pulmonaire est une affection qui est assez fréquente, et ce chiffre est très probablement très sous-estimé. Donc il y a pas mal d'embolies pulmonaires qui passent inaperçues, donc on ne fait pas le diagnostic à temps, et ça passe vers les complications. Ça peut donc passer vers des complications à long terme, et on va faire le diagnostic de façon tardive. Donc il y a des cas où on ne fait pas le diagnostic à temps, et c'est un chiffre qui est très probablement très sous-estimé. Donc retenez une chose, c'est que l'embolie pulmonaire est une affection qui est fréquente, assez fréquente, et très probablement vous allez la rencontrer sûrement au cours de votre exercice. Alors que l'endocardite, par exemple, vous n'allez pas rencontrer du tout d'endocardite au cours de votre exercice, alors que l'embolie pulmonaire, vous allez certainement rencontrer des cas d'embolie pulmonaire. Donc les étiologies, on a dit que la première étiologie, c'est le sang coagulé, c'est des emboles fibrinocryoriques. Donc c'est l'étiologie la plus fréquente. Plus de 95% des cas, c'est des embolies fibrinocryoriques. Donc l'embole, il vient généralement à partir d'une thrombose au niveau des membres inférieurs. Donc le point de départ, c'est une TVP, une phlébite, une thrombose des membres inférieurs. Et donc à partir de ce thrombus-là au niveau des membres inférieurs, un fragment va se détacher, il va passer au niveau du réseau veineux, au niveau de la veine cave inférieure, ensuite au niveau de l'oreille droite, le ventricule droit, il va passer au niveau de l'artère pulmonaire. Tant qu'il n'a pas d'obstacle, il va circuler jusqu'à ce qu'il va rencontrer un vaisseau qui a un diamètre inférieur à son diamètre. Et là, il va boucher l'artère. Donc le thrombus, généralement, c'est au niveau des membres inférieurs, mais il y a d'autres cas où le thrombus, il va siéger soit au niveau de la veine cave inférieure, à partir d'une thrombose de la veine cave inférieure, à partir d'une thrombose de la veine porte, à partir d'une thrombose des membres supérieurs, ou bien au niveau de l'oreillette droite, ou le ventricule droit. Donc, tout thrombus au niveau du système à basse pression, les veines ou les cavités droites, tout thrombus à ce niveau-là, un embole peut se détacher à partir de ce thrombus et il va donc donner une embolie pulmonaire. Mais le plus souvent, c'est une TVP au niveau des membres inférieurs. Plus de 90% des cas d'embolie fibrinocryorique proviennent des membres inférieurs. Donc, quels sont les facteurs de risque de l'embolie, notamment de l'embolie fibrinocryorique? Vous savez qu'il y a des facteurs de risque thromboemboliques. Donc, là, en cardio, il y a les facteurs de risque d'athérosclérose. Vous les connaissez, l'HTA, diabète, dyslipidémie, etc. Et il y a les facteurs de risque thromboemboliques, donc qui prédisposent aux thromboses au niveau des veines. C'est des facteurs de risque thromboemboliques. On a 3, c'est la triade de Virchow: stase sanguine, stase veineuse, hypercoagulabilité et lésions endothéliales. Donc la stase sanguine ou la stase veineuse, donc chaque fois qu'il y a un facteur ou il y a une circonstance qui fait que le sang se stagne au niveau des membres inférieurs, est une situation qui peut provoquer des thrombus ou là des thromboses. Par exemple, les sujets qui ont une réduction de la mobilité, les sujets par exemple qui sont alités. À l'hôpital, ils sont alités, la mobilité est réduite, ils sont hospitalisés,
ils sont en convalescence par exemple, les sujets âgés où la mobilité est réduite, ou bien là où il y a une compression extrinsèque, par exemple par un plâtre, le plâtre, il peut entraîner une stase au niveau des membres inférieurs. Par exemple, l'utérus gravidique. La femme enceinte, l'utérus gravidique peut comprimer la veine cave inférieure et ça va entraîner une stagnation du sang au niveau des membres inférieurs. Ou bien, un patient qui a déjà fait une phlébite, il y a une persistance des séquelles de thrombose, ou bien les patients qui ont une insuffisance veineuse, c'est-à-dire les varices des membres inférieurs. Et donc, les patients qui ont une insuffisance veineuse, les varices des membres inférieurs, il y a toujours une tendance à la stagnation du sang au niveau des membres inférieurs. Donc, cette stagnation du sang, cette stase sanguine, va donc limiter l'élimination des facteurs activés. Par quel mécanisme va activer la coagulation? Elle va limiter l'élimination des facteurs qui sont déjà activés de la coagulation et elle va favoriser l'accumulation des facteurs procoagulants. Donc retenez tout ce qui va favoriser la stagnation du sang au niveau surtout des membres inférieurs peut entraîner un thrombus à ce niveau-là et donc ça peut se compliquer d'embolie pulmonaire. On a l'hypercoagulabilité. Alors l'hypercoagulabilité, c'est une circonstance au cours de laquelle le sujet il a une tendance à la coagulation de façon excessive. C'est-à-dire qu'il a un défaut où la coagulation est activée de façon excessive. Cette hypercoagulabilité, قادر تكون acquise comme قادر تكون congénitale constitutionnelle. Donc elle peut être constitutionnelle, congénitale, le patient il naît avec une anomalie, ou bien ça peut être acquis. Et les hypercoagulabilités constitutionnelles, c'est-à-dire génétiques, sont dues généralement à des anomalies dans les facteurs de la coagulation. Il faut les connaître, les anomalies des facteurs de la coagulation qui prédisposent à l'hypercoagulabilité congénitale. On a les déficits en antithrombine 3, protéine C et protéine S. On a les mutations du facteur 2 et 5. On a la résistance à la protéine C et l'hyperhomocystéinémie. Donc il y a un tableau dans la prochaine plaque qui va résumer Hadouma. Donc les facteurs, les anomalies de la coagulation, c'est des anomalies congénitales. Hein. Le sujet, il naît avec cette anomalie. Et quand il y a un patient qui a par exemple un déficit en antithrombine 3 ou bien un déficit en protéine C ou déficit en protéine S, c'est un patient qui est génétiquement prédisposé à faire des thromboses de façon répétée. Donc, généralement, c'est des sujets jeunes, ils font des thromboses veineuses récidivantes et parfois même des thromboses de la famille, parce que c'est génétique, donc on a plusieurs membres de la famille qui souffrent de cette anomalie. Donc ça, c'est l'hypercoagulabilité congénitale. On a l'hypercoagulabilité donc, qui est acquise. L'hypercoagulabilité acquise, elle est généralement secondaire à un traitement, qui est un certain traitement qui vont activer la coagulation de façon active. C'est surtout deux types de traitements. Le traitement hormonal, hormonothérapie et la chimiothérapie des cancers. Donc, un patient qui prend un traitement hormonal, le traitement hormonal typique, c'est le traitement hormonal substitutif de la ménopause ou bien la pilule œstroprogestative, les œstrogènes de synthèse activent la coagulation. Donc, ils vont stimuler la coagulation de façon excessive et ça va entraîner donc cet état d'hypercoagulabilité, mais qui est acquis. Il n'est pas constitutionnel, il n'est pas génétique. Le deuxième cas, c'est la chimiothérapie. Pratiquement tous les traitements des cancers, ou la grande majorité des traitements des cancers, favorisent la coagulation. Donc, on a deux types d'hypercoagulabilité, qui est une génétique constitutionnelle, c'est des anomalies dans certains facteurs de coagulation, et on a l'hypercoagulabilité acquise, secondaire à des traitements, surtout le traitement hormonal, par œstrogène ou bien par chimiothérapie. Et on a les lésions endothéliales. Donc, on a vu la stase sanguine, l'hypercoagulabilité. Enfin, on va voir les lésions. Toute lésion au niveau de l'endothélium de la veine prédispose aux thromboses. Surtout, on a les séquelles. Quand le patient il a fait déjà une thrombose, donc l'endothélium est déjà lésé. Donc, c'est un endothélium qui est à risque d'activer la coagulation. Donc, tout antécédent de TVP. On a la toxicomanie IV, les sujets qui se droguent par voie intraveineuse, ou bien quand il y a un cathéter veineux, quand on met un cathéter à l'intérieur d'une veine, ça peut entraîner une lésion endothéliale.
La sclérothérapie, c'est l'un des traitements de varices. C'est-à-dire qu'on va injecter un produit qui va entraîner la sclérose et la fibrose de la veine. C'est l'un des traitements utilisés pour les varices des membres inférieurs. Donc, normalement, on va injecter au niveau de la veine superficielle. Les varices, c'est au niveau des veines superficielles. Mais il arrive des fois que cette substance, cette sclérothérapie, passe au niveau des veines profondes et elle va entraîner une lésion endothéliale. D'ailleurs, l'une des complications ou l'un des effets secondaires majeurs de la sclérothérapie, c'est le risque de thrombose veineuse profonde. Il faut savoir que les mécanismes peuvent être intriqués. Donc, un malade a une stase sanguine avec, par exemple, une hypercoagulabilité. Il a une stase sanguine avec une lésion endothéliale. Donc, je répète, il y a 3 grandes familles de facteurs de risque thromboembolique. On a les facteurs de stagnation du sang, la stase sanguine. On a l'hypercoagulabilité constitutionnelle génétique ou acquise. Et on a les lésions endothéliales. Voilà donc l'ensemble de ces facteurs. Les facteurs constitutionnels, l'hypercoagulabilité génétique, déficit en antithrombine 3, protéine C, protéine S, mutation du facteur 5, mutation du facteur 2, prothrombine, hyperhomocystéinémie et résistance à la protéine C. Ça veut dire que quand on pense à l'hypercoagulabilité génétique, un patient par exemple, il fait des thromboses récidivantes, sans aucun facteur déclenchant, on pense à quelque chose de génétique. Qu'est-ce qu'on fait? On demande le bilan. On va doser l'antithrombine 3, la protéine C, la protéine S, on cherche les mutations HADO, on dose l'homocystéine et on cherche la résistance à la protéine C. Ça, c'est le bilan, ce qu'on appelle de thrombophilie. On appelle ça thrombophilie. Thrombophilie, c'est hypercoagulabilité génétique. Qui trouve le bilan de thrombophilie en médecine, vous allez rencontrer ça fréquemment. J'ai demandé un bilan de thrombophilie pour tel malade, voilà le bilan de thrombophilie. À la recherche d'une thrombophilie, la thrombophilie, c'est l'hypercoagulabilité génétique. Et vous avez tout le reste. La stase sanguine, l'hypercoagulabilité acquise et les lésions endothéliales. On a les embolies non fibrino-cryoriques qui sont rares, voire même exceptionnelles. Dans ces cas-là, l'embole n'est pas fait de sang coagulé. Alors, il y a plusieurs natures d'embole dans ces cas-là. Quadricoune de nature tumorale, c'est des cellules tumorales. Hein. Il ne faut pas confondre avec les TVP et les embolies fréquentes au cours des cancers. Vous savez que les patients qui ont des cancers sont des patients prédisposés à faire beaucoup de thrombose veineuse profonde et d'embolie pulmonaire. Parce que le cancer lui-même peut activer la coagulation, ou bien par le biais des traitements des cancers, la chimiothérapie. Donc, dans ce cas-là, les emboles ils sont fibrino-cryoriques. Mais là, on parle d'embolie tumorale. Ça veut dire que c'est des cellules tumorales qui passent dans le sang par effraction vasculaire et ils vont partir obstruer un vaisseau pulmonaire. Quels sont les cancers les plus à risque d'embolie tumorale? On a le cancer du sein, du rein et les cancers digestifs. Mais là, c'est vraiment rare de constater ça. Au cours des cancers, c'est beaucoup plus, on voit la fréquence élevée des embolies fibrino-cryoriques. On a les embolies septiques, c'est-à-dire infectieuses, infectées. On a vu hier l'endocardite, donc on a les embolies d'endocardite à partir d'une endocardite tricuspide ou la pulmonaire. Donc à partir d'une végétation au niveau de la valve tricuspide ou là au niveau de la valve pulmonaire, un fragment peut se détacher, il va partir au niveau de l'artère pulmonaire, il va obstruer, il va donner l'embolie septique au cours d'une endocardite du cœur droit. Ou bien il s'agit d'une TVP, d'une thrombose veineuse périphérique, mais elle est infectée. En quelque sorte, elle est fibrino-cryorique infectée dans ce cas-là. C'est une TVP infectée. Et on a les autres causes exceptionnelles. On a l'embolie amniotique au cours de l'accouchement en perpartum. Généralement, le pronostic il est très défavorable, redoutable. C'est le passage de liquide amniotique dans le sang veineux maternel. Ça, c'est une complication heureusement rare, mais généralement, elle entraîne le décès. L'embolie amniotique. On a l'embolie gazeuse, par passage de bulles de gaz. Soit il s'agit d'accidents de manipulation de cathéter, ou là, certains accidents de plongée.
Donc, les accidents de décompression au cours des plongées. On a les embolies graisseuses. C'est du tissu graisseux qui passe dans les veines. Donc, c'est surtout en traumatologie, c'est-à-dire en orthopédie, au cours des fractures, surtout les fractures du bassin et du fémur, là où il y a beaucoup de graisse et de moelle osseuse, parce que graisseuse, la graisse, comme c'est la moelle osseuse qui passe au niveau de la veine. Donc là, c'est beaucoup plus, on la voit en traumatologie. Fracture du bassin et les fractures du fémur. Et enfin, on a certaines formes d'embolie parasitaire. Et demain, ils sont vraiment rares, voire même exceptionnelles, les embolies non fibrino-cryoliques. Sachez que le cours, quand on parle d'embolie pulmonaire, l'algorithme, le traitement, etc., ça veut dire que nous, on parle d'embolie fibrino-cryolique. Le cours KEML, que ce soit l'algorithme diagnostique ou l'algorithme thérapeutique, ne concerne que l'embolie fibrino-cryolique. C'est des autres formes. Chacune a le traitement, elles sont vraiment exceptionnelles. Les embolies non fibrino-cryoliques. La physiopathe, il faut savoir que l'embolie survient donc suite à une TVP, à une phlébite. Elle survient en général au cours de la première semaine, surtout 3 à 7 jours. Ça veut dire que quand un patient il a une phlébite, le risque maximal d'embolie, c'est la première semaine. Parce qu'au cours de la première semaine, il a un thrombus qui est friable. Il est jeune, friable, donc il n'est pas fibreux, il n'est pas calcifié. Plus le temps passe, plus le thrombus devient fibreux, et donc le risque embolique diminue. Si vous avez un patient, il a une TVP depuis plusieurs jours, plusieurs mois, donc dans ce cas-là, généralement, le thrombus, il devient fibreux et le risque embolique est minime. Et donc le risque d'embolie survient surtout les premiers jours, 3 à 7 jours après la phlébite. Donc il y a un risque de mortalité qui est dû à l'état de choc cardiogénique. Donc d'où vient l'état de choc cardiogénique dans l'embolie pulmonaire? Donc d'emblée, je vous montre le schéma avec cette image d'échocardiographie. Donc quand il y a une embolie pulmonaire, classiquement il y a deux formes. Soit l'embole, il va obstruer une artère proximale. Ça veut dire que tellement que l'embole est volumineux, il va obstruer le tronc, par exemple, le tronc de l'artère pulmonaire, ou là, l'artère proximale. Dans ce cas-là, quand il y a une obstruction de l'artère pulmonaire proximale, le ventricule droit et l'oreillette droite trouvent une grande résistance à éjecter le sang. Une grande résistance, parce qu'il y a un thrombus en proximal. Et comme elle va trouver une résistance, il va se dilater. Le ventricule droit et les cavités droites vont se dilater. Le ventricule droit il va se dilater, il va comprimer le ventricule gauche. Et il est court. Vous voilà donc en échocardiographie, voilà le ventricule droit et vous voyez le ventricule gauche. Comment il est comprimé par le ventricule droit. Et l'oreillette droite, et ça c'est l'oreillette gauche. Donc vous voyez les cavités droites compriment les cavités gauches. Pourquoi? Parce qu'elles sont dilatées. Pourquoi sont dilatées? Parce qu'il y a un obstacle à l'éjection. Il y a un obstacle à l'éjection du ventricule droit. Et comme il va se dilater, il va créer ce qu'on appelle le septum paradoxal. Ça veut dire qu'il va comprimer le VG par le biais du septum. Donc le ventricule gauche, il se trouve en situation d'hypoperfusion majeure, les formes graves. Parce que non seulement le sang du ventricule gauche vient de l'oreillette gauche, et celui de l'oreillette gauche vient de la circulation pulmonaire. Donc non seulement le sang ne passe pas bien vers les cavités gauches, en plus de ça, il est comprimé par le ventricule droit. C'est pour ça qu'il se trouve en situation d'hypoperfusion maximale et donc il ne va pas éjecter une bonne quantité et on aura un état de choc ou là une chute de la pression artérielle. Donc il y a un risque maximal d'état de choc dans les formes proximales, parce qu'il y a une dilatation des cavités droites et qui va comprimer les cavités gauches. Ça, c'est pour les formes proximales qu'on appelle l'embolie pulmonaire grave. Plus la forme est distale, parce que l'embole, quadricone, un petit embole, il va passer. Il passe l'artère pulmonaire vers l'artère lobaire, vers l'artère segmentaire, ainsi de suite. Il va obstruer donc une toute petite artère pulmonaire périphérique. Quand il va obstruer une toute petite artère pulmonaire périphérique, la distance n'est pas importante à l'éjection. Donc les cavités droites ne seront pas dilatées. L'embole est distale. Quand l'embole est distale, il est proche de la plèvre.
parce qu'il va se rapprocher de la plaie, il me donne une réaction pleurale et on aura une très riche symptomatologie, une douleur et une dyspnée. Donc on a classiquement deux formes, l'embolie. On a l'embolie proximale. Quand l'embole est volumineux, il va obstruer de façon proximale les artères, avec un risque de dilatation des cavités droites, compression des cavités gauches et donc d'un état de choc, par compression des cavités gauches. Et puis on a les embolies distales, où il n'y a pas de risque d'état de choc, mais où il y a un risque important de réaction pleurale, et donc on aura une riche symptomatologie de douleur et de dyspnée. Quand est-ce qu'on aura le risque HADA? Quand est-ce qu'on aura le risque de dilatation des cavités droites? C'est quand il y a une obstruction minimale de 30 à 50% du lit vasculaire. Quand au moins 30 à 50% du lit vasculaire pulmonaire est bouché, on aura le risque HADA. Par exemple, quand il y a une obstruction complète de l'artère pulmonaire droite, c'est tout le poumon droit qui est non perfusé. Ou là, quand il y a par exemple des emboles multiples, bilatéraux, une branche à gauche et une branche à droite. Donc, quand il y a une obstruction de plus de 30 à 50% du lit vasculaire, quel est le risque HADA? Quand il y a une petite obstruction, il n'y a pas généralement de risque de dilatation des cavités droites. Donc, on passe au diagnostic clinique. Donc, on va énumérer les signes fonctionnels. Donc, le diagnostic clinique de l'embolie se base sur la présence de certains signes, mais d'emblée, je vous dis que ces signes ne sont pas spécifiques. C'est des signes qu'on trouvait dans pratiquement toutes les pathologies cardiaques ou les pathologies pulmonaires. C'est pour ça qu'on dit que le diagnostic d'embolie est très difficile. Parfois, il est très, très difficile parce que c'est des signes qui sont habituels, dyspnée, douleur, fièvre, etc. Et on peut évoquer pratiquement toutes les pathologies cardiaques ou toutes les pathologies pulmonaires. Donc, on peut trouver une dyspnée, c'est assez fréquent, que ce soit dans les formes périphériques, par atteinte pleurale, ou bien dans les formes proximales, secondaires à l'état de choc. Donc, dans l'état de choc, nous avons une dyspnée avec polypnée et tachypnée, et dans les formes périphériques, il y a la réaction pleurale, et on aura une dyspnée. On a la douleur thoracique. La même chose, la douleur thoracique est très fréquente, que ce soit dans les formes périphériques ou là dans les formes proximales. Alors, dans les formes proximales, elle peut donner une ischémie. Comme le ventricule droit est dilaté, on aura une ischémie du ventricule droit et ça peut donner des douleurs pseudo-angineuses qui m'anongorent, rétrosternales, constrictives, etc. Alors que dans les formes distales, c'est une douleur de type pleural, point de côté, ça augmente à l'inspiration. Donc, les deux signes, douleur et dyspnée, peuvent exister aussi bien dans la forme proximale que dans la forme distale. L'autre signe, la fièvre. Alors, la fièvre, comment on va expliquer la fièvre? Parce que l'embolie, ce n'est pas une infection, ce n'est pas une inflammation. Normalement, on n'aura pas de fièvre. Quand il y a une fièvre, ça veut dire qu'il y a une inflammation. Mais il y a une infection quelque part. Donc, deux choses. Une circonstance explique la fièvre. Ça peut être une TVP. Une phlébite. Donc, il y a une phlébite. On aura de la fièvre. Donc, au stade de début, quand un patient il a une embolie et qu'il est fébrile, on pense directement à la thrombose, à la phlébite coexistante. Ou bien, quand elle est tardive, quand le signe est tardif, au-delà de 10 à 15 jours, on pense à l'infarctus pulmonaire. Mais en fait, il faut expliquer comment l'évolution se fait vers l'infarctus pulmonaire. Comment l'évolution se fait vers l'infarctus pulmonaire? Parce que si on pense comme ça logiquement, l'embolie pulmonaire, c'est l'obstruction de l'artère pulmonaire. C'est une artère qui est fonctionnelle, mais c'est l'artère nourricière du poumon. Donc normalement, on n'aura pas une évolution vers l'infarctus. Mais la physiopathologie de l'embolie est la suivante. Sauf début, il y a une artère qui est bouchée. Donc on aura un segment qui est non perfusé, mais qui reste ventilé. L'oxygène arrive par la ventilation, le sang n'arrive pas. Donc un segment non ventilé, mais perfusé. Par la suite, l'organisme il aura une réaction. Parce que c'est un segment qui ne fonctionne pas, il va y avoir une bronchoconstriction. Ça veut dire qu'il va chanter l'air, les espaces où il n'y a pas le sang, vers les espaces fonctionnels.
On aura ainsi un segment non ventilé et non perfusé. Donc au début, non perfusé, mais ventilé. Par la suite, si ça persiste, même l'oxygène est dévié vers les territoires sains par bronchoconstriction. Donc les branches vont avoir une bronchoconstriction et on aura un territoire non perfusé, non ventilé, mais il est toujours nourri. Mais les nutriments arrivent à ces segments. Par la suite, si ce segment reste comme ça, non ventilé, non perfusé, bien sûr, l'organisme, il n'a pas besoin d'un segment qui ne travaille pas. Il va dévier la circulation nourricière et ça évolue vers l'infarctus pulmonaire parce qu'il ne travaille pas. Donc, on ne va pas le nourrir parce qu'il ne fait rien. C'est pour ça que l'infarctus pulmonaire est tardif. Jamais on le voit les premiers jours, au moins 10 à 15 jours après. Au début, territoire non perfusé, mais ventilé. Ensuite, non perfusé, non ventilé. Ensuite, non perfusé, non ventilé, non nourri. Il n'y a pas de circulation nourricière et ça évolue vers l'infarctus. Et quand il y a un infarctus pulmonaire, c'est toujours un territoire où il y a une inflammation et on aura de la fièvre. Donc l'existence d'une fièvre tardive, au-delà de 10-15 jours, ça fait penser à l'infarctus pulmonaire. Et quand il y a un infarctus pulmonaire, il y a un autre signe qu'on voit, c'est l'hémoptysie. Donc l'infarctus, c'est un territoire qui est infarci, où il y a du sang. Le sang HADA, il va être en quelque sorte dégagé dans les crachats sous forme d'hémoptysie. Donc l'association fièvre, on va donner une autre règle, l'association fièvre plus hémoptysie au cours d'une endocardite est une évolution vers l'infarctus pulmonaire jusqu'à preuve du contraire. Donc il y a deux signes essentiels, l'évolution vers l'infarctus pulmonaire dans l'embolie. C'est la fièvre et l'hémoptysie. Donc on a vu les signes, douleur dyspnée, fièvre, hémoptysie. On a la tachycardie. La tachycardie, elle est très très fréquente. C'est l'un des signes également les plus fréquents. Plusieurs mécanismes expliquent la tachycardie. Déjà le stress, la douleur, l'angoisse. On a l'hypoxie. Il y a une diminution de l'oxygénation. L'hypoxie, l'hypertension au niveau de l'artère pulmonaire, parce qu'il y a une surcharge au niveau de l'artère proximale. L'hypertension artérielle proximale, tout ça va conduire à une tachycardie. Parfois, c'est le seul symptôme. Il arrive parfois à faire le diagnostic d'embolie chez un patient, par exemple, en post-opératoire. Il a été opéré, il est alité, il arrive parfois à faire le diagnostic parce qu'il y a une tachycardie inexpliquée. En post-opératoire, il fait une tachycardie et c'est inexpliqué. En faisant l'exploration, on dit que c'est une embolie pulmonaire post-opératoire parce qu'il est alité comme facteur de risque. Parfois, ça peut être le seul signe. On arrive aux signes les plus graves. Les signes d'hypoperfusion. Quand le ventricule gauche est hypoperfusé, donc le volume éjecté diminue, et donc quand le volume éjecté par le ventricule gauche diminue, la perfusion, notamment la perfusion cérébrale diminue, et on aura les syncopes et les lipotymies. C'est un signe de gravité, ça veut dire qu'il y a vraiment une diminution du débit cardiaque de façon brutale. C'est un signe d'extrême gravité, syncope et lipothymie. Et on a le collapsus. Collapsus, c'est une chute de pression artérielle. Là également, les deux signes existent dans les formes graves. Collapsus et état de choc. C'est quoi la différence entre collapsus et état de choc? Le collapsus, c'est une chute de la pression artérielle. Quand il y a une chute, ça chute brutalement au-dessous de 90 mm de mercure de pression systolique. On parle d'un collapsus. Quand la chute est accompagnée de la souffrance viscérale, surtout au niveau de la peau et du rein. Quand la pression artérielle chute, la peau devient froide, pâle, avec des marbrures, et le débit de filtration glomérulaire diminue, donc on aura une oligoanurie. Donc la diurèse diminue, ou là le malade il n'urine pas. Donc il y a le malade légique, il a une pression artérielle très basse et qu'il n'a pas uriné, ça c'est un état de choc. Donc l'état de choc c'est un collapsus, c'est une chute de pression artérielle, plus une souffrance au niveau viscéral. Notamment, ça commence au niveau de la peau, ensuite ça atteint le rein, ensuite les autres organes. S'il y a une chute seule, sans atteinte d'un organe, on appelle ça collapsus. Ok, un collapsus, ok, l'état de choc. Les trois signes sont des signes de gravité, sont des signes d'une embolie pulmonaire grave. Syncope, collapsus et état de choc. Quand est-ce qu'on va évoquer le diagnostic d'embolie? Il faut savoir que c'est un diagnostic qui est très difficile
parce que les signes ne sont pas spécifiques. Il dit que malade, douleur, dyspnée ou la fièvre, hémoptysie, etc., on peut évoquer n'importe quelle pathologie cardiaque ou la pulmonaire. Sachez qu'on doit toujours penser à l'embolie. À chaque fois qu'on a un signe, les cheveux, douleur, dyspnée, fièvre, tachycardie, hémoptysie, etc., devant un patient qui a un facteur de risque. Donc, devant tout patient qui a un facteur de risque qu'on a vu, il a été opéré, alité, il a été en convalescence, il a eu un plâtre, c'est une femme enceinte, etc., et qui se plaint de l'un des signes qu'on a vu, chaque fois qu'on a un facteur de risque avec un signe, il faut évoquer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Ensuite, bien sûr, quand on évoque le diagnostic, il faut examiner le malade. D'abord l'interrogatoire, examen capital, parce que l'interrogatoire, on va rechercher et le facteur de risque et les signes. Donc, on va poser la question au malade. Tu es venu, donc il se plaint de quoi? De douleur, de dyspnée, de fièvre, d'hémoptysie, etc. On va lui poser des questions à la recherche des facteurs de risque thromboembolique. Est-ce qu'il a eu un plâtre? Est-ce qu'il a été alité? Est-ce qu'il a eu une intervention chirurgicale récente? Est-ce que c'est une femme enceinte? Est-ce qu'il y a une notion de phlébite récidivante pour la thrombophilie, etc. Donc, on va chercher les différents facteurs de risque et l'ensemble des symptômes à l'interrogatoire. Ensuite, à l'examen clinique, il y a l'examen général, l'examen pulmonaire et l'examen cardiaque. Donc, l'examen général, rapidement, on va juger, la première chose qu'on va juger, c'est la pression artérielle. Est-ce qu'il y a une chute de pression artérielle? Elle est inférieure à 90 mm de mercure. Et est-ce que cette chute est associée à une souffrance? C'est l'état de choc. D'emblée, il y a deux cas de figure. Qu'il y ait une suspicion d'embolie avec pression normale et qu'il y ait une suspicion d'embolie avec état de choc ou collapsus. Donc, on a deux algorithmes différents. On a le cas où on va suspecter le diagnostic alors que le malade il garde une pression normale. Et on a les autres cas où on va suspecter le diagnostic alors que le malade il a une pression basse, un collapsus, ou là, un état de choc. L'examen pulmonaire, donc on va examiner les poumons, on trouve généralement absolument rien du tout. Et c'est un bon argument quand on trouve rien. L'inspection, palpation, auscultation, etc. Parce qu'on va éliminer les causes pulmonaires. Les épanchements pleuraux, péricardiques, par exemple, les pneumothorax, les infections. On va les éliminer par un examen qui est normal. Ou bien on va penser moins quand il y a un examen normal. Mais sachez qu'on peut trouver également des signes. On peut par exemple ausculter des râles crépitants, notamment au stade d'infarctus pulmonaire. On peut entendre des sibilants quand il y a une bronchoconstriction. Donc je vous ai dit au début, c'est un territoire non perfusé, ventilé. Ensuite, par bronchoconstriction, donc il va y avoir une constriction au niveau des bronches, ça va entraîner un territoire non perfusé, non ventilé. Et quand il y a une bronchoconstriction, ça va donner des signes chimalasmes. C'est des râles sibilants. Donc on peut entendre des sibilants. Et on va rien entendre, un silence quand il y a un épanchement pleural associé. Donc ça peut être associé à un épanchement pleural. Donc on peut également trouver donc, des râles crépitants, des râles sibilants et des signes d'un épanchement pleural. L'examen cardiaque, donc le signe le plus constant, c'est la tachycardie. Et puis on va chercher les signes d'insuffisance cardiaque droite. Donc on va chercher l'éclat de B2 au foyer pulmonaire. C'est un signe d'HTAP, hypertension artérielle pulmonaire. On va chercher le signe de Harzer en faveur d'un VD dilaté. On va chercher le galop droit, un bruit de B3 au foyer tricuspide. C'est un signe d'insuffisance cardiaque droite. On va chercher l'hépatomégalie et les œdèmes des membres inférieurs. Parce que quand le sang il stagne au niveau du ventricule droit et de l'oreille droite, ensuite il va stagner au niveau des veines caves supérieures et veines caves inférieures. Et ça va donner de l'hépatomégalie et éventuellement même des œdèmes des membres inférieurs. Et bien sûr, on va apprécier comme la pression artérielle. Au début, c'est le premier signe à mesurer, c'est le premier paramètre à mesurer dans l'examen clinique. Et enfin, il faut chercher les phlébites. Il faut examiner les membres inférieurs. On va chercher les signes d'une thrombophlébite. Donc, si je résume, un patient, il vient, vous êtes de garde, vous travaillez dans un hôpital, donc vous êtes de garde, le malade, il vient, il va vous dire que j'ai une douleur, ou là une dyspnée, ou là une fièvre, etc. Donc, je vais l'interroger, cette douleur dyspnée, les caractéristiques de la douleur, de la dyspnée, etc. Et puis, je vais chercher les signes. Les signes donc, ou les facteurs, ou les étiologies d'une
phlébite ou là d'une maladie thromboembolique veineuse. Ça veut dire les facteurs de risque. Je vais lui poser la question, est-ce qu'il a été alité? Est-ce qu'il a été, par exemple, opéré? Est-ce qu'il a eu une fracture? Est-ce qu'il y a une notion de phlébite récidivante? Pour une femme enceinte, c'est déjà un facteur de risque important, etc. Donc, si à l'interrogatoire, j'ai le signe, un des signes qu'on a vu, plus une des circonstances favorisantes, là, on va évoquer le diagnostic. Quand j'évoque le diagnostic, je vais l'examiner. L'examen, on commence d'emblée par la mesure de la pression artérielle, qui est deux cas de figure. Suspicion d'embolie avec pression normale. Deuxième cas, suspicion d'embolie avec hypotension ou là, état de choc. Ensuite, je vais faire un examen pulmonaire et un examen cardiaque. L'examen pulmonaire, généralement, on ne trouve rien. L'examen cardiaque, je vais chercher les signes d'insuffisance cardiaque droite. L'éclat de B2, le bruit de galop au niveau du foyer tricuspide, l'hépatomégalie et le signe de Harzer. Et enfin, je termine par la recherche d'une phlébite. Je vais examiner les membres inférieurs et je vais chercher donc les signes d'une phlébite au membre inférieur. Une fois donc qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va demander? Donc c'est une douleur ou la dyspnée? Généralement, c'est les signes principaux avec lesquels les malades consultent. Donc la dyspnée ou la douleur. Généralement, on va demander les deux principaux examens complémentaires, téléthorax et ECG. Donc les deux premiers examens complémentaires à demander. Donc le téléthorax, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ce qu'on appelle une hyperclarté localisée au niveau d'un parenchyme. C'est ce qu'on appelle le signe de Westermarck. Donc, c'est quoi ça? Sur cette image, vous voyez que le poumon hada, les vaisseaux sont visibles. Les vaisseaux sont visibles. Alors que le segment hada, il y a du noir. Donc, il n'y a pas de vaisseau. Pourquoi il n'y a pas de vaisseau? Il y a une hyperclarté parce qu'il y a tout simplement, il y a l'artère qui est là, qui est bouchée. Ça, c'est une hyperclarté localisée, ça veut dire qu'il n'y a pas de vascularisation, il n'y a pas de vaisseau à ce niveau-là. Ça s'appelle ça hyperclarté localisée dans un territoire, c'est le signe de Westermarck. Il évoque le diagnostic. Voilà un autre cliché. Vous voyez donc le poumon. Ici, donc il y a les vaisseaux, il y a la vascularisation, elle est visible. Et là, vous voyez pratiquement tout le poumon, donc tout le poumon droit. On ne voit pas bien les vaisseaux. Donc ça, c'est une hyperclarté localisée à ce niveau-là. Et ça peut être le signe d'une embolie pulmonaire. Donc ça, on appelle ça le signe de Westermarck. On a les deux signes, l'ascension de la coupole diaphragmatique, qu'on appelle le signe de Zweifel, et les atelectasies en bande. Donc, c'est quoi les deux signes? Voilà. Atelectasie en bande, chauffons les lignes, ça c'est des atelectasies, avec ascension de la coupole. L'hémicoupole est surélevé par rapport à celle-là. En fait, ça c'est quoi? Ça c'est un segment du poumon qui est atelectasié. Ça veut dire que c'est un segment du poumon. Ça c'est un segment où il y a un lobe. On va dire un segment où il y a un lobe. Où il n'était pas perfusé, non perfusé. Ensuite, non perfusé, non ventilé. Comme il n'est pas ventilé, il n'y a plus d'air. Et comme il n'y a plus d'air, il va s'affaisser. Il y a une ligne. La ligne, c'est tout un segment où il y a tout un lobe qui est devenu comme ça. Donc, il y aura une atelectasie. Et comme il y a une atelectasie à ce niveau-là, donc, obligatoirement, la coupole va être surélevée parce que la quantité d'air, il y a une diminution de l'air à ce niveau-là. Donc, on aura une surélévation de l'hémicoupole diaphragmatique. Ça, c'est des atelectasies en bande. Elles sont également très évocatrices du diagnostic, mais elles ne sont pas spécifiques. Elles sont très évocatrices du diagnostic. Donc, on a vu l'hyperclarté localisée, signe de Westermarck, le signe de Zweifel, ascension de la coupole et les atelectasies en bande. On va voir le signe de Hampton. C'est quoi le signe de Hampton? C'est une opacité triangulaire à base pleurale. C'est une image d'infarctus pulmonaire. Donc, quand il y a une évolution vers l'infarctus pulmonaire, comme l'image, c'est une opacité à base pleurale, triangulaire à base pleurale. Bien sûr, l'image tu vois également, par exemple, en cas de pneumonie. Et donc, il faut faire la part des choses. Donc, au cours de l'évolution d'une embolie, quand on voit ça, on doit évoquer directement un infarctus pulmonaire. Donc, ça, c'est un territoire qui est infarcé. Donc, opacité triangulaire à base pleurale. Le signe de Hampton.
On a également les dilatations des artères proximales. Chauffons l'artère hédique, comment elle est très dilatée. Donc ça, c'est une artère pulmonaire qui est dilatée. L'artère pulmonaire droite, parce qu'il y a une obstruction, par exemple, il y a une obstruction au niveau de sa partie moyenne, donc la partie proximale, elle sera dilatée. Et comme la partie proximale sera dilatée, on voit ça sous forme d'un élargissement des artères pulmonaires proximales. On s'appelle ça le signe de Fleischmann. On peut également voir un épanchement pleural. Donc, cette photo va illustrer l'ensemble des signes. On peut voir une hyperclarté localisée dans un territoire, parce qu'il n'y a pas de vaisseau, c'est ce qu'on appelle le signe de Westermann. On peut voir des atélectasies en bande, en ligne, avec surélévation de la coupole diaphragmatique. On peut voir le signe de Hampton, c'est une opacité à base pleurale triangulaire, c'est une image d'infarctus pulmonaire. On peut voir les dilatations des artères proximales, c'est le signe de Fleischner. Et on peut voir l'épanchement pleural. Généralement, c'est un petit épanchement, c'est un simple comblement des cul-de-sac. Donc là, c'est l'ensemble des signes au téléthorax, donc d'une embolie pulmonaire. Bien sûr, un téléthorax normal n'élimine pas le diagnostic d'embolie pulmonaire. Et dans pas mal de cas, le téléthorax est strictement normal. Il est strictement normal. Donc, un téléthorax n'élimine d'une embolie et un téléthorax pathologique ne confirme pas. Donc, c'est toujours des orientations. C'est toujours dans l'orientation. On a des arguments en plus en faveur de l'embolie pulmonaire. L'ECG, aussi, il faut savoir que les anomalies sont inconstantes. C'est des anomalies qui sont très variables et elles sont fugaces. Elles ne sont pas spécifiques. C'est des signes en faveur d'une dilatation du ventricule droit. Quand le ventricule droit est dilaté, donc il faut que le ventricule droit est dilaté. C'est dans les formes, surtout les formes sévères. Et du coup, le ventricule droit dilaté. Qu'est-ce qu'on va voir quand le VD est dilaté? On aura une déviation axiale droite. L'axe normal, il est entre moins 30 et plus 90. Quand il est supérieur à 90, quand vous calculez l'axe de QRS et que vous le trouvez supérieur à 90, c'est un axe droit. Dans un contexte évocateur d'embolie, c'est un signe en faveur d'une embolie. On a également un autre signe, le bloc de branche droit. Quand le VD est dilaté, la branche droite est benchima, un bloc de branche. C'est comme si la branche droite est bloquée. On a l'aspect S1Q3, très évocateur également, mais non spécifique. Donc, je vous c'est quoi l'aspect S1Q3? Tachycardie sinusale. Donc, voilà l'exemple d'un ECG au cours d'une embolie pulmonaire. Qu'est-ce qu'on va constater? D'emblée, le rythme sinusal. Chaque QRS précédé d'une onde P, chaque onde P suivie de QRS, l'onde P positive en D1 et en D2, le PR est constant, supérieur à 0,2. Donc là, c'est un rythme sinusal régulier, on va voir que c'est régulier, mais il est très rapide. Quand on la fréquence cardiaque, 300, 150, c'est pratiquement 150, à 140 ou là à 135. Entre 100 et 150, et c'est proche de 150. Donc il y a une tachycardie sinusale. Il y a une accélération importante de la fréquence. Et puis, quand je vois l'aspect R, S, R', il y a deux déflexions positives. En V1 et en V2, R, S, R'. Il y a deux. Normalement, on a un petit R et une onde S, en V1 et en V2. Là, on a deux déflexions positives, R, S, R'. Là, c'est un bloc de branche droit. Quand on a l'aspect R en V1 en V2, R, S, R', c'est un bloc de branche droit. C'est incomplet parce que la durée de QRS est inférieure à 0,12. Donc, quand la durée de QRS est supérieure à 0,12, on parle d'un bloc de branche droit complet. Quand elle est inférieure à 0,12, il est incomplet. Donc, l'aspect de bloc de branche droit, une chauffe-eau sous forme de R, S, R'. Normalement, vous allez faire le cours à les hypertrophies cavitaires et vous allez voir les différents aspects, donc, bloc de branche, hypertrophie, etc. Donc là, dire un ECG, ou un ECG comme ça, chez un patient qui consulte par exemple pour douleur dyspnée et qu'il a un facteur de risque thromboembolique, il est très évocateur d'embolie. Déjà, on a une tachycardie, en même temps, on a le bloc de branche droit. Donc, deux signes déjà qu'on trouve au cours d'une embolie pulmonaire. Là aussi, on voit que c'est tachycarde. Toujours, il y a la tachycardie. On a, par exemple, l'aspect de RSR'. Donc, ce n'est pas toujours constant. On ne trouve pas toujours les mêmes signes. Là, on n'a pas RSR', on a la tachycardie sinusale, mais qu'est-ce qu'on a? On a l'aspect S1Q3.
C'est quoi l'aspect S1, Q3? S en D1 et l'onde Q en D3. Donc, je fais D1 et D1. R, S. Donc, il y a une onde S importante en D1. S1. Et en D3, voilà D3, voilà l'onde Q, QR. Voilà une onde Q en D3. Donc, l'aspect S1Q3 est très évocateur d'une dilatation du ventricule droit. On a tachycardie sinusale, on a l'aspect S1Q3, et là, on voit également que les ondes T sont négatives à droite. Je fais V1, l'onde T, V2 et V3. On a des ondes T qui sont négatives de V1 et même jusqu'à V4. Donc, là aussi, dans un contexte de symptômes plus circonstances favorisantes d'embolie, c'est très évocateur d'embolie pulmonaire. Ce tracé est très évocateur puisqu'on a déjà 3 signes évocateurs d'embolie. On a la tachycardie, on a l'aspect SQ3 et on a les ondes T négatives. Dans le premier tracé, je fais que on a la tachycardie sinusale et il a le bloc de branche droit. Donc on a fait le CG, on a fait le téléthorax, donc on est toujours dans l'orientation. Hein. Mais on n'a rien confirmé et on n'a rien éliminé. On arrive au bilan sanguin. Qu'est-ce qu'on va demander? On peut demander une gazométrie, c'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement artériel, l'artère radiale, et on va mesurer les gaz du sang. Donc on va faire une gazométrie artérielle. Qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer habituellement une hypoxie avec hypocapnie et alcalose. Donc comme il y a un défaut de perfusion, donc l'artère est bouchée, donc le sang n'est pas bien oxygéné. Le sang, il n'est pas bien oxygéné. Il y a du sang qui n'arrive pas au niveau des poumons, parce que l'artère est bouchée. On aura donc certainement une hypoxie. Le sang n'est pas oxygéné. Mais normalement, quand on a une hypoxie, on aura une hypercapnie. Le CO2 n'est pas éliminé. Mais pourquoi il y a une hypocapnie avec alcalose? L'alcalose, c'est toujours, elle suit l'hypocapnie. Il y a une hypocapnie parce que comme réaction à l'hypoxie, l'organisme, il aura une accélération de la fréquence respiratoire. Ça veut dire qu'il va y avoir une tachypnée, une accélération de la fréquence respiratoire. Et si vous vous souvenez bien des cours de physiologie, le CO2 est 20 fois plus diffusible à travers la barrière par rapport à l'oxygène. Ça veut dire que quand il y a une tachypnée, donc la réaction de l'organisme, il va accélérer la fréquence respiratoire pour essayer de compenser le manque d'oxygène. Mais comme le manque d'oxygène est important, il ne va pas compenser le manque. Mais par contre, comme le CO2 est très diffusible, il va éliminer en excès le CO2 et il va tomber dans l'hypocapnie. L'hypocapnie est secondaire à l'accélération de la fréquence respiratoire et également c'est surtout dû à cette accélération et au fait que le CO2 est très diffusible à travers la barrière alvéolo-capillaire. Donc on aura une hypoxie avec hypocapnie. Alors si on a une normocapnie ou une hypercapnie, ça veut dire que c'est un signe d'extrême gravité. Ça veut dire que si tu as un patient hypoxie avec un CO2 normal ou élevé, ça veut dire que malgré qu'il y a une tachypnée, l'accélération de la fréquence respiratoire, et malgré que le CO2 est très diffusible, malgré cela, mais le CO2 il est en excès. Dans ce cas-là, c'est un signe de gravité. L'hyper ou même la normocapnie est un signe de gravité. Donc, habituellement, on trouve une hypoxie avec une hypocapnie avec alcalose. Si on trouve la normo ou l'hypercapnie, c'est un signe de gravité. Alors, si on trouve les gaz du sang normaux, dans la gazométrie ou le kinaha normal, est-ce qu'on peut exclure le diagnostic d'embolie? Oui, on peut exclure le diagnostic d'embolie pulmonaire grave, proximale, avec état de choc. Donc, l'embolie pulmonaire grave avec état de choc, obligatoirement, il y a au moins hypoxie, hypocapnie, voire même l'hypercapnie. Donc, quand on a des gaz du sang qui sont normaux, dans un contexte d'état de choc ou de collapsus, donc suspicion d'embolie pulmonaire grave, si on a des gaz du sang normaux, le diagnostic est éliminé. Par contre, on ne peut pas éliminer une embolie pulmonaire non grave. Dans l'embolie pulmonaire non grave, on peut trouver des gaz du sang strictement normaux. Donc, je résume les gaz du sang. On fait les gaz du sang, on trouve habituellement hypoxie, hypocapnie, alcalose. Si on trouve la normo ou l'hypercapnie, c'est des signes de gravité. Si je trouve les gaz du sang normaux, strictement normaux, je peux éliminer une embolie pulmonaire grave, proximale, mais je ne peux pas éliminer les embolies pulmonaires périphériques non graves. Donc, le deuxième, c'est le dosage des dédimères. Les dédimères, c'est les produits de dégradation de la fibrine. Donc, à chaque fois qu'il y a de la fibrine en excès, thrombus,
les dédimères vont s'élever. Mais les dédimères, l'inconvénient, c'est qu'ils peuvent s'élever dans les infections, dans les inflammations, chez le sujet âgé, en cas d'insuffisance rénale. Donc, il y a pas mal de circonstances au cours desquelles les dédimères vont s'élever. Donc, l'intérêt des dédimères, l'embolie pulmonaire, c'est quoi? C'est qu'ils ont une excellente valeur prédictive négative. Ça veut dire que s'ils sont négatifs, dédimères négatifs, inférieurs à la limite, je peux éliminer l'embolie pulmonaire. Mais s'ils sont positifs, قادر تكون une embolie comme قادر تكون autre chose. Donc, quand les dédimères sont positifs, ça peut être une embolie, ça peut être autre chose. Mais si les dédimères sont négatifs, je peux éliminer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Donc, ils ont une excellente valeur prédictive négative. À partir de quel seuil les dédimères sont positifs? C'est 500. 500 nanogrammes par millilitre, sauf si c'est une nouveauté les recommandations. C'est que de 50 ans, avec l'âge, les dédimères vont s'élever. Au-delà de 50 ans, c'est 10 fois l'âge. Par exemple, vous avez un patient âgé de 68 ans, la limite des dédimères est 680. Vous avez un patient âgé de 80, la limite TRO, c'est 800. Vous avez un patient âgé de 49 ans, c'est 500. Un patient âgé de 29 ans, 500. Donc, moins de 50 ans, c'est 500. La limite, c'est 500. Au-delà de 50 ans, c'est 10 fois l'âge. Donc là, c'est pour les deux bilans biologiques, la gazométrie et les dédimères. On arrive au bilan d'imagerie. Donc l'écho-doppler, on peut demander un écho-doppler des membres inférieurs à la recherche d'une phlébite. Donc le malade fait une embolie, suspicion d'embolie, donc directement cette embolie, donc c'est une complication généralement du phlébite. Donc je vais chercher une phlébite. Sachez que si je trouve une phlébite proximale, et généralement elle est oubliée, si je trouve une phlébite proximale chez un patient qui a une suspicion, ça suffit pour confirmer le diagnostic. Donc si vous avez un patient avec une suspicion d'embolie pulmonaire, sur la base de la clinique des facteurs de risque, et que je fais un écho-doppler, je trouve une thrombose veineuse proximale, ça veut dire au niveau ilio-fémoral, soit la veine iliaque ou là la veine fémorale. TVP proximale, c'est jusqu'au genou. Du genou jusqu'au pied, elles sont distales. Donc si je trouve une TVP proximale, ça suffit pour confirmer le diagnostic. Mais si je trouve une TVP distale, ça ne suffit pas. Il faut demander d'autres examens. Donc il faut chercher une thrombose veineuse profonde parce que la simple mise en évidence d'une TVP proximale en cas de suspicion va suffire au diagnostic. Comment on va chercher la TVP? Ce n'est pas l'écho-doppler. Et le meilleur signe, c'est ce qu'on appelle l'incompressibilité de la veine. Normalement, vous avez un cours sur les TVP. Donc vous savez que quand on fait l'écho-doppler des veines à la recherche d'une thrombose, généralement, on ne visualise pas directement le thrombus à l'intérieur de la veine. Mais le meilleur signe, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'incompressibilité de la veine. Qu'est-ce que ça veut dire? À gauche, je fous à gauche, V, la veine, et A, l'artère. Là, c'est un patient avec des veines normales. On a comprimé la veine, on a comprimé le membre avec la sonde. En faisant l'examen, on va appuyer sur la sonde et on essaie de comprimer les vaisseaux. On essaie de comprimer les vaisseaux. Un sujet, qui est normal, un sujet normal, on arrive à comprimer le vaisseau. La veine est compressible, parce que la veine, c'est un segment à basse pression. Si la veine est incompressible, donc elle persiste dans la compression, donc j'appuie sur le membre et la veine est toujours visible. Si la veine est toujours visible, incompressible, ça c'est un signe de thrombose veineuse profonde. Donc là, c'est un examen normal. J'ai appuyé qu'il y a une réelle artère qui persiste. C'est un vaisseau à haute pression. La veine disparaît. J'arrive donc à la comprimer. Mais là, l'artère persiste et la veine persiste. Là, c'est l'incompressibilité, c'est un signe de TVP. Donc, je résume. Je demande l'écho-doppler. Je peux demander un écho-doppler parce que la simple mise en évidence d'une TVP proximale en cas de suspicion suffit pour porter le diagnostic. Mais quand je trouve une TVP distale au-dessus du genou, là, il faut demander d'autres examens. Je cherche quoi? L'incompressibilité de la veine. L'échocardio, alors l'échocardio, on a vu, on va chercher la dilatation des cavités droites avec hashtag. Donc, elle existe surtout, c'est un bon argument si elle est normale,
contre une embolie pulmonaire sévère. Donc, si on fait l'écho et qu'on ne trouve pas de cavité droite dilatée, le diagnostic d'embolie pulmonaire grave est éliminé. Qui met les gaz du sang? Si les gaz du sang sont normaux, ça exclut le diagnostic d'embolie pulmonaire grave. Si l'échocardiographie est normale, ça élimine le diagnostic d'embolie pulmonaire grave. Et qu'est-ce qu'on va chercher d'anormal? C'est surtout les dilatations du cœur droit et l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, c'est un très très bon examen pour éliminer le diagnostic d'embolie grave si elle est normale. Mais si je trouve une écho normale, je ne peux pas éliminer une embolie pulmonaire périphérique. C'est la même histoire que pour la gazométrie. Dans le gaz du sang normaux, j'élimine une embolie grave, mais je ne peux pas éliminer une embolie périphérique. Échocardiographie normale, avec cavité droite normale, j'élimine l'embolie grave, mais je ne peux pas éliminer une embolie périphérique. Voilà l'exemple d'une échocardiographie pathologique. Je fais le ventricule droit et les cavités droites. Comment elles sont dilatées par rapport aux cavités gauches? Normalement, le VG, il fait 2 à 3 fois le VD. Là, on voit le contraire. C'est le ventricule droit qui est dilaté et qui comprime un petit peu le ventricule gauche. Donc là, c'est l'exemple d'une dilatation des cavités droites au cours d'une embolie pulmonaire. Et enfin, on arrive à l'examen clé. Alors, l'examen clé, c'est l'angioscan. Qui dit embolie, actuellement, dit angioscan. L'examen clé, bon, ce n'est pas l'examen de référence. Je me fous, c'est quoi l'examen de référence? Mais l'examen clé le plus demandé pour confirmer le diagnostic, c'est l'angioscan. Le principe, c'est quoi? C'est qu'on va injecter un produit radioactif au niveau de la veine. Ce produit, il va aller au niveau de la circulation pulmonaire et on va faire un scanner. Et on va chercher là où le produit va s'arrêter. Et on aura le diagnostic de cette étude avec une sensibilité et spécificité très élevée. Cependant, il ne faut pas croire que la sensibilité et spécificité, elle est de 100%. Ça veut dire qu'il faut rester toujours prudent. Quand il arrive des fois qu'on fait des angioscans, on trouve un angioscan normal, alors que c'est une embolie pulmonaire. Parce que l'angioscan n'a pas été fait de façon, de la bonne manière, parce qu'il n'a pas été interprété de la bonne manière, ou bien parce que c'est une embolie pulmonaire qui est très périphérique. Donc l'angioscan, on voit pratiquement avec les scanners actuels, on voit jusqu'à la petite division de l'artère. Mais plus l'embolie est distale, plus c'est difficile de voir le lombole. Et plus c'est proximal, plus ça devient plus facile de voir l'embole. Et donc, ça n'élimine pas à 100%, mais c'est un très très bon examen. C'est l'examen clé d'ailleurs. Hein. Comme qui dit embolie, pour confirmer le diagnostic actuellement, c'est l'angioscan. Scanner thoracique. On a la scintigraphie. Donc la scintigraphie, c'est quoi? Scintigraphie pulmonaire. Elle est dite ventilation-perfusion. Le principe, c'est quoi? C'est que le malade, il vient, on va inhaler. Donc on va faire inhaler au malade. On va faire inhaler au malade de l'air qui est radioactif, c'est-à-dire de l'air marqué avec des produits radioactifs. Donc, des clichés de ventilation. On va apprécier la ventilation du poumon droit et du poumon gauche. Ensuite, on va faire des clichés de perfusion, c'est-à-dire qu'on va injecter un produit et on va faire des clichés de perfusion. Donc, on va comparer clichés de perfusion, clichés de ventilation. Par définition, l'embolie, c'est quoi? C'est un territoire qui est ventilé, mais non perfusé. Donc, quand on va comparer les clichés à dos, ventilation, perfusion, on trouve qu'il y a des segments, ou un lobe, ou tout un poumon, qui est ventilé, mais qui n'est pas perfusé. Là, c'est également un excellent examen complémentaire pour confirmer le diagnostic d'embolie pulmonaire. Cependant, un des inconvénients. Premièrement, il n'est pas disponible partout. Voire même, il n'est pas disponible du tout chez nous dans certaines régions, mais disponible du tout dans certaines régions. Deuxièmement, ça nécessite, et c'est ça la chose la plus importante, ça nécessite la compliance du malade, les compliants pour l'invention, etc. Et surtout le fait que l'examen soit fait dans les 48 heures, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit fait précocement. Parce que la physiopathe, comme les segments non perfusés, ventilés, ensuite,
ils deviennent non perfusés et non ventilés. Et dans ce cas-là, on ne peut pas comparer les clichés. Donc, pour comparer les clichés ventilation-perfusion, il faut trouver des territoires non perfusés, ventilés. Donc, c'est avant la bronchoconstriction, avant la 48e heure. L'examen doit être fait précocement avant la 48e heure. Il y a une certaine radioactivité. Donc, c'est un examen qui est radioactif, mais minime, moins que l'angioscan. Par exemple, chez la femme enceinte, où la radioactivité est contre-indiquée, chez la femme enceinte, c'est un grand problème. Un grand problème pour confirmer le diagnostic. Parce que pour faire l'angioscan, c'est contre-indiqué, les rayons, la radioactivité, etc. Et donc, on peut faire la scintigraphie, moins de radioactivité. Alors, si on a la scintigraphie, si elle est disponible. Mais sinon on n'a que l'écho-doppler venant des membres inférieurs. À la recherche d'une TVP chez la femme enceinte. La femme enceinte, c'est une grande difficulté pour le diagnostic d'embolie pulmonaire parce que l'examen de base, qui est l'angioscan, est contre-indiqué puisqu'il y a le risque de radioactivité. Et puis, on a l'examen de certitude, l'examen de référence, que je n'ai jamais vu réaliser. Pour lequel on a réalisé une angiographie pulmonaire. Ça veut dire qu'on va injecter directement, qui met la coro, on va monter directement vers l'artère pulmonaire, on va injecter directement de façon invasive le produit de contraste ou un chauffe-eau. Chauffe-eau, est-ce qu'il y a une embolie? Ça, il n'est plus recommandé, mais sachez que c'est l'examen de référence. Si vraiment il y a une discordance, etc., on peut aller jusqu'à l'angiographie pulmonaire. Mais là, je vous ai dit, je n'ai jamais vu des cas de suspicion pour lesquels on a demandé une angiographie. Généralement, on va s'arrêter à l'angioscan. L'angioscan est largement suffisant pour confirmer ou pour éliminer le diagnostic. Il faut savoir que l'IRM, par exemple, il y a certains qui pensent que l'IRM est kherm scanner. L'IRM n'a aucune place. L'angio-IRM, ou l'IRM avec injection, n'a aucune place pour le diagnostic d'embolie. Donc, il y a une très mauvaise visualisation des branches artérielles pulmonaires. C'est pour ça qu'elle n'est pas utilisée, elle n'est pas du tout recommandée. Donc, on n'a que l'angioscan. Si je résume, les examens complémentaires, on a le CG téléthorax, ça c'est obligatoire chez tous les patients, d'autant plus qu'ils viennent généralement pour douleur ou les dyspnées, etc. Vous avez les examens échographiques. Vous avez l'échocardiographie et l'écho-doppler. Alors, l'échocardiographie, l'intérêt beaucoup plus, comme si elle est normale, ça élimine le diagnostic d'embolie grave. L'écho-doppler des membres inférieurs, l'intérêt beaucoup plus s'il y a une contre-indication à l'angioscan. La femme enceinte ou l'insuffisance rénale sévère. Parce que s'il y a une insuffisance rénale sévère également, l'angioscan est contre-indiqué. Dans ce cas-là, on va se baser sur l'écho-doppler. On a la scintigraphie. La scintigraphie également, c'est une alternative à l'angioscan. Ça veut dire que l'examen de base, c'est l'angioscan. À défaut de l'angioscan, on peut s'aider de la scintigraphie. Et si on n'a pas de scintigraphie ou les contre-indiqués, on passe aux autres examens, notamment à l'écho-doppler venant des membres inférieurs. Alors, vous savez que quand il y a une suspicion, donc on parle de la probabilité, il y a deux scores. Bon, vous n'êtes pas censé les apprendre par cœur, qui est le score de Wells, et dans la prochaine plaque, il y a le score de Genève. Ça veut dire qu'on peut se baser sur un ensemble de signes et un ensemble de signes cliniques et de signes à l'interrogatoire et des antécédents, ou les poids. On va tomber dans la probabilité faible, probabilité intermédiaire, ou là, une forte probabilité. Là aussi, il y a un score de Genève. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, si vous êtes de garde, quand les scores ils sont disponibles sur des applications, vous pouvez calculer la probabilité. Malade à probabilité faible, malade à probabilité intermédiaire, ou les malades à forte probabilité. Parce que la prise en charge, on va voir l'algorithme diagnostique dépend de la probabilité. Cependant, on a ce qu'on appelle le raisonnement clinique. Quand est-ce qu'on va dire une forte probabilité? Généralement, il y a une forte probabilité quand le tableau clinique est très évocateur et que le facteur déclenchant est très évocateur. Par exemple, il dit que malade, douleur, dyspnée, etc. et qu'il est alité. Il a eu un plâtre, ou là c'est une femme enceinte. Là, c'est une forte probabilité. Ando la prédisposition et il a le tableau clinique. La probabilité est faible quand les deux sont faibles. Ando un tableau qui n'est pas évident ou ando un facteur qui est inexistant ou là un facteur qui est minime. Dans ce cas-là, on parle d'une faible probabilité. S'il a un des deux, il a par exemple une clinique très évocatrice alors qu'il n'a pas de prédisposition, allez, on va parler d'une probabilité intermédiaire. Donc généralement, on se base sur cette
évaluation. Donc, sur ce raisonnement médical, quand un maladie vient, il a un tableau assez typique, assez évocateur, plusieurs signes cliniques, ECG, téléthorax, etc. Plus il a un facteur de risque, facteur étiologique. Là, je parle d'une forte probabilité. Si les deux manquent, ou là, ils sont très peu évocateurs, je parle d'une faible. S'il y a un facteur qui est évident et l'autre qui n'est pas évident, je parle d'une probabilité qui est intermédiaire. L'algorithme de prise en charge, là aussi, c'est très simplifié. Les algorithmes sont très, très simples. Sachez qu'il y a deux algorithmes. Comment on va demander les examens complémentaires? Il y a deux algorithmes. On a l'algorithme de suspicion d'embolie chez un patient avec état de choc ou hypotension, et on a l'algorithme de suspicion d'embolie chez un patient avec une pression normale. Donc voilà, suspicion d'embolie, je cherche directement, je mesure la pression artérielle, il est à haut risque parce qu'il a une hypotension ou un état de choc défini comme une pression systolique inférieure à 90. Ou là, une chute de plus de 90 au cours des 15 minutes. Donc retenez s'il a une pression inférieure à 9, pression systolique, ou là s'il est en état de choc, avec souffrance viscérale. S'il a une pression supérieure à 9, donc c'est une suspicion d'embolie non à haut risque. Suspicion d'embolie à haut risque avec chute de pression ou état de choc. Suspicion d'embolie non à haut risque avec pression artérielle normale. Donc l'algorithme, en cas d'état de choc ou la collapsus, vous recevez un malade, vous êtes aux urgences, avec suspicion d'embolie, le malade il fait un état de choc. Un état de choc, ou là une chute de pression. Dans ce cas-là, le meilleur examen à demander directement, c'est le scan, c'est l'angioscan. Bien sûr, si le scanner est accessible et que le malade peut le faire, parce qu'il y a un état de choc ou un état de choc. Donc, si le malade il peut faire le scanner, ou bien si le scanner est disponible sur place, on va demander l'angioscan. Scanner positif, je confirme le diagnostic. Scanner négatif, ça élimine le diagnostic. Par contre, si le scanner n'est pas disponible, par exemple, tu es de garde dans un endroit où le scanner n'est pas disponible, ou si le malade ne peut pas supporter le décubitus avec prolongé du scanner, dans ce cas-là, je peux faire rapidement une échocardio, parce qu'une écho normale élimine une embolie grave. Donc, si l'écho est normal, ça élimine le diagnostic, il n'y a pas de dysfonction VD, il n'y a pas de dilatation des cavités droites. Si par contre, il y a une dilatation des cavités droites, qu'est-ce que je vais faire? Je commence le traitement, mais par la suite, après stabilisation, je commence le traitement spécifique, c'est la thrombolyse. Donc, comme c'est quoi le traitement de l'embolie pulmonaire avec état de choc? C'est d'emblée la thrombolyse. Ça veut dire que je vais thromboliser le malade parce qu'il a une dysfonction VD avec état de choc. Ensuite, après stabilisation, je dois confirmer par un angioscan. Une fois le malade connu, stable, etc., je peux l'envoyer à faire un scanner. Donc, je résume, suspicion d'embolie pulmonaire avec état de choc ou collapsus, scanner disponible et le malade peut supporter un scanner. Oh, je vais faire un scan. Scanner positif, je confirme. Scanner négatif, j'élimine le diagnostic. Si le scanner n'est pas disponible ou si le malade ne peut pas supporter un scanner, dans ce cas-là, on va demander une écho. Écho normale, sans dysfonction VD, sans dilatation du ventricule droit. Ça élimine le diagnostic. Avec dilatation du ventricule droit, dans le cas de suspicion, je commence le traitement spécifique, mais après stabilisation, bien sûr, je dois confirmer par un angioscan. L'écho ne confirme pas le diagnostic. Donc, dans tous les cas, ça tourne, on va retourner à l'angioscan. Si le patient n'est pas en état de choc, n'est pas en collapsus, la pression TAO est strictement normale, dans ce cas-là, c'est en fonction de la probabilité. Si je suis dans la probabilité élevée, par exemple, un clinique typique avec facteur déclenchant typique, dans ce cas-là, c'est d'emblée l'angioscan. Angioscan positif, je traite, négatif, ça élimine. Si la probabilité est faible ou intermédiaire, par les scores ou là par l'évaluation clinique, là, on va demander les didymères. Si les didymères négatifs, ça élimine, comme ils ont une excellente valeur prédictive négative, pas de traitement. Si les didymères sont positifs, je complète par l'angioscan. Scanner positif, je traite. Scanner négatif, il n'y a pas de traitement, donc il n'y a pas d'embolie. Donc, c'est des algorithmes qui sont très, très simples et très simplifiés. Embolie pulmonaire sans état de choc, sans collapsus, c'est en fonction de la probabilité. Probabilité forte, c'est l'angioscan. Probabilité faible ou intermédiaire, c'est les didymères.
C'est un excellent examen de débrouillage des dimères. Des dimères négatifs, ça élimine le diagnostic. Des dimères positifs, on a demander l'angioscan. Si en fait, dans ce cas-là, on demande les dédimères, je peux demander bien sûr directement l'angioscan, hein, mais pourquoi on demande les dédimères? C'est pour diminuer les indications de l'angioscan. Et sinon, tout malade va bénéficier d'un angioscan. C'est quand même coûteux et c'est dangereux pour le malade d'irradier pour rien. Donc, s'il a des dédimères négatifs, on n'a pas besoin de faire un angioscan. S'il a des dédimères positifs, on va faire un angioscan. Si l'angioscan ne peut pas se faire, le malade il a une insuffisance rénale, ou là c'est une femme enceinte, etc. On a la place de la scintigraphie pulmonaire ou bien de l'échodoppler veineux des membres inférieurs. Dans les deux cas, donc on a la place de l'échodoppler veineux des membres inférieurs et de la scintigraphie à la place de l'angioscanner quand l'angioscanner est contre-indiqué. On arrive à la stratification du risque. Une fois on a confirmé le diagnostic, donc je suis à la suspicion, je suis là comment on va confirmer le diagnostic. Généralement, on se base sur l'angioscan. Donc il faut savoir que les embolies pulmonaires, c'est une pathologie très fréquente où le pronostic est très variable. Il y a des embolies pulmonaires très graves, avec un risque de décès et de mort subite, et puis vous avez des petites formes d'embolie pulmonaire sans pratiquement aucun risque. Donc il faut stratifier le risque. Comment on va stratifier le risque? Le premier facteur sur lequel on se base, je finis avant, c'est l'état de choc. S'il y a un état de choc ou un collapsus, d'emblée le malade, il est à haut risque. Le deuxième, il y a un score. Là, on utilise ce qu'on appelle le score PESI. Le score PESI, c'est en anglais l'indice de sévérité de l'embolie pulmonaire. Indice de sévérité de l'embolie pulmonaire. Ce score PESI est assez simplifié. Les facteurs âge au-delà de 80, un cancer, une insuffisance cardiaque ou une maladie pulmonaire, une tachycardie supérieure à 110, une pression qui chute au-dessous de 100 ou une saturation au-dessous de 90. S'il y a un seul facteur, on parle d'un score PESI positif. Si tous ces facteurs sont négatifs, on parle d'un score PESI négatif, à 0. Avec comme la présence d'un seul facteur parmi ces facteurs-là, va faire passer la mortalité de 1 jusqu'à 30%. Le risque de mortalité, la présence d'un seul facteur. Âge supérieur à 80, cancer, c'est le terrain. Les terrains également, histoire déjà d'insuffisance cardiaque ou de maladie pulmonaire. Ça, c'est les signes à l'examen clinique, les examens complémentaires. Il est tachycarde avec une fréquence supérieure à 110. Il a un début de chute de pression artérielle. Ce n'est pas inférieur à 90, mais inférieur à 100. On a une saturation qui chute au-dessous de 90. La présence d'un seul facteur, on parle d'un score PESI simplifié. Un score PESI simplifié. Parce que le score PESI complet, il est très compliqué, il est très lent. Alors, c'est le score simplifié. Quand il y a un seul facteur, on parle d'un score PESI simplifié positif. Sinon, c'est un score PESI à 0, négatif. Donc, je le premier marqueur de risque. Le premier marqueur de risque, c'est l'état de choc et collapsus. Deuxième marqueur de risque, c'est la présence d'un score PESI simplifié supérieur ou égal à 1. Il y a deux autres marqueurs de risque. C'est la dysfonction ventriculaire droite, quand le ventricule droit est dilaté, et l'élévation des biomarqueurs, quand on a des troponines ou des BNP, NT-proBNP élevés. Donc, pourquoi il y a une élévation des troponines ou des BNP? Ça veut dire que le muscle du ventricule droit souffre. Et s'il souffre, il va libérer des enzymes, des protéines, la troponine ou les BNP, NT-proBNP. Donc, c'est des marqueurs de gravité. Il y a une souffrance au niveau du muscle ventriculaire droit. Donc, on a 4 facteurs de risque, ou les 4 marqueurs de risque sur lesquels on se base. Premièrement, le plus important, le plus grave, c'est l'état de choc et le collapsus, c'est le plus grave. Ensuite, on a le score PESI-S, PESI simplifié. On a la dysfonction ventriculaire droite, la dilatation du ventricule droit, et on a les biomarqueurs. Donc, comment on va classer ces patients? Donc, il y a 4 catégories. On a le haut risque, le risque intermédiaire élevé, le risque intermédiaire faible et le faible risque. Alors, d'emblée, on commence par le haut risque. Une embolie pulmonaire confirmée à haut risque, c'est une embolie en état de choc. Donc, si elle est en état de choc ou le collapsus, obligatoirement, PESI supérieur ou égal à 1.
obligatoirement, il a de la dysfonction VD, obligatoirement, il a des biomarqueurs. Donc, il va associer les quatre quand il est en état de choc ou la collapsus. Ça, c'est une embolie pulmonaire à haut risque grave, si elle est en état de choc ou la collapsus. Le faible risque, les extrêmes, le faible risque, tout est négatif. C'est une embolie pulmonaire sans état de choc et sans collapsus, PSI 0, biomarqueur négatif et sans dilatation du ventricule droit. Ça, c'est le faible risque. Et ça, c'est le haut risque. Binatrum, c'est le risque intermédiaire. Donc, le risque intermédiaire est défini par un PSI supérieur ou égal à 1. Ils sont intermédiaires. L'intermédiaire, il y a deux sous-catégories, intermédiaire haut et intermédiaire faible. L'intermédiaire haut associe le PSI plus la biologie plus la dysfonction. Ça veut dire que l'intermédiaire haut ne lui reste que l'état de choc. Alors que l'intermédiaire bas, il a le score PSI, il a 1 ou 0, soit biologie, soit imagerie, soit aucun des deux. Il n'y a que le score PSI. C'est une évaluation très très importante parce qu'on se base pour l'hospitalisation et pour la prise en charge à l'évaluation ADI. Pour un traitement optimal, il faut se baser sur l'évaluation. Donc je résume, il y a le haut risque, c'est des malades en état de choc. Directement, ils ont un score PSI supérieur ou égal à 1. Obligatoirement, ils ont de la dysfonction VD. Obligatoirement, ils ont une élévation des biomarqueurs. On a le faible risque, donc c'est des patients qui n'ont rien, ni état de choc, ni score PSI positif, ni dysfonction VD, ni biomarqueur. On a l'intermédiaire, binatom. L'intermédiaire, les deux sous-catégories ont un score PSI supérieur ou égal à 1. Entre intermédiaire haut et bas, c'est quoi la différence? L'intermédiaire haut associe les deux autres, biologie plus dysfonction. Alors que l'intermédiaire bas, donc il va avoir de la biologie ou de la dysfonction, ou là aucun des deux. Donc d'emblée, la prise en charge, le haut risque, c'est la réanimation, c'est l'unité de soins intensifs, c'est la thrombolyse. Le bas risque, hospitalisation de 24-48 heures ou là rien, traitement à domicile. Le intermédiaire, hospitalisation dans un service normal, médecine ou la cardio par exemple. Alors l'intermédiaire haut, il faut le surveiller de très près. L'intermédiaire bas, on peut ne pas scoper par exemple le malade et ne pas surveiller de très près. C'est l'intérêt de l'évaluation. En catégorie haut risque, intermédiaire élevé, intermédiaire bas et le faible risque. Bien sûr, à maîtriser, donc c'est une classification bien sûr à maîtriser. Parce que c'est la base de la prise en charge. Les complications, on a la mort subite. La mort subite survient surtout dans les formes graves. Ça peut atteindre en absence de traitement jusqu'à 25-30%. On a les récidives. Le risque de récidive existe surtout si on ne traite pas le malade. Donc il y a le risque de récidive. Là, c'est une complication à court terme, mort subite, surtout pour les formes graves. Et là, c'est une complication à moyen terme. Là, c'est la complication à long terme. C'est l'évolution vers le cœur pulmonaire chronique, post-embolique. Donc, des fois, même en traitant le malade, il va persister donc, une hypertrophie de la paroi de l'artère pulmonaire. Ça veut dire que l'artère pulmonaire qui a été bouchée, elle a été lésée, ça va persister une HTAP. Ça va persister une hypertension au niveau de l'artère pulmonaire. Et donc, le ventricule droit, il va trouver une difficulté à éjecter. Il va finir par dysfonctionner, par se dilater. On aura le tableau d'insuffisance cardiaque droite. Ça, on appelle ça cœur pulmonaire chronique. On peut le diagnostiquer plusieurs mois, plusieurs années après l'embolie. Et c'est le principal risque à long terme. Il y a beaucoup d'embolies, il y a vraiment beaucoup d'embolies qu'on diagnostique a posteriori, au stade de CPC. Ça veut dire qu'elles sont passées inaperçues. Il y a eu une persistance de l'HTAP. L'HTAP, c'est un obstacle à l'éjection du ventricule droit. Ensuite, le ventricule droit s'est dilaté et ça va aboutir au tableau d'insuffisance cardiaque droite. Donc ça, c'est le tableau de CPC, cœur pulmonaire chronique post-embolique. On arrive à la prise en charge, on termine par la prise en charge. Donc, on va commencer par les embolies pulmonaires non massives, non graves. Donc, repos strict au lit, tant qu'on n'a pas bien anticoagulé, un repos strict, parce que si le malade bouge, le thrombus lié généralement les membres inférieurs peut encore emboliser. Tant qu'on n'a pas bien anticoagulé le malade, il doit être au lit strict. Mais une fois anticoagulé, il peut déambuler. Bien sûr, il faut mettre de l'oxygène.
parce que le malade il est en hypoxie. Et puis, il faut traiter par des anticoagulants. Donc, on va mettre un anticoagulant. On a donc deux choix. Soit on met des antivitamines K après avoir mis de l'héparine par voie injectable, relais par les antivitamines K. Soit on va mettre des anticoagulants oraux directs, ce qu'on appelle les AOD ou les NACO. Là, vous allez voir, normalement, vous avez un cours sur les antithrombotiques où on va vous détailler, normalement, le prof va vous détailler la différence entre les AVK et les anticoagulants oraux directs. Donc, on a le choix. Soit on met l'anticoagulant oral direct, sans passer par l'héparine, soit, elle dit c'est mieux, hein, soit si on n'a pas le traitement, on va mettre de l'héparine avec relais par les antivitamines K. Pendant combien de temps on va laisser le traitement anticoagulant? Là aussi, il y a, donc c'est très simple, c'est simplifié. 3 mois, s'il y a un facteur déclenchant évident. Par exemple, embolie pulmonaire suite à une immobilisation, suite à un plâtre. Le malade, il a été opéré en post-opératoire. C'est une femme enceinte. Donc là, on maintient, quand il y a un facteur de risque transitoire, réversible, qui va disparaître par la suite, la durée est de 3 mois. S'il n'y a pas de facteur, c'est une embolie pulmonaire idiopathique. On a cherché, on n'a rien trouvé. Là, on va mettre minimum 6 à 12 mois. Si c'est une embolie pulmonaire idiopathique. Si c'est une thrombophilie, c'est une hypercoagulabilité donc génétique, là, on peut discuter, ou là, les cancers, hein, on peut discuter un traitement prolongé au-delà de 12 mois, voire même à vie. Donc 3, 6, 12 à vie. 3 mois, si c'est un facteur déclenchant évident, transitoire, qui va disparaître. Si on n'a pas mis en évidence un facteur, c'est ce qu'on appelle l'embolie idiopathique, là il faut mettre 6 mois, voire même 12 mois, si elle est répétée. S'il y a une répétition d'embolie, qu'on n'a pas trouvé la cause, et si surtout c'est une thrombophilie génétique, ou là c'est un cancer, dans ce cas-là, il faut mettre un traitement prolongé au-delà de 12 mois, voire même à vie. Quelle est la stratégie du traitement? Je vous ai dit, à faible risque. Donc, traitement, soit courte hospitalisation, soit traitement à domicile. Intermédiaire, là, il faut hospitaliser dans un service normal. Risque intermédiaire élevé, là, il faut surveiller de très près l'état donc hémodynamique. Donc, il y a une plaque, on va détailler donc la stratégie. Pour les formes massives, pour les formes graves, les formes avec état de choc, la première forme, c'est les formes non graves. Là, on va voir les formes massives, les formes avec état de choc. Quand il y a un état de choc, l'hospitalisation en unité de soins, en réanimation, en unité de soins intensifs. Scope surveillance, on va mettre un traitement pour l'état de choc. Donc l'oxygène, on va mettre l'expansion volumique, on va remplir et on va mettre des drogues inotropes positives. Le malade, il est en état de choc, il est en collapsus. Donc il faut essayer de remplir au maximum et on va mettre des drogues qui vont activer donc la contraction et la contractilité du ventricule droit. Donc on associe l'expansion volumique plus les inotropes positifs. Ça, c'est le traitement d'état de choc. Plus bien sûr l'oxygène. L'oxygène, soit de façon non invasive, le masque ou là avec lunettes, voire même intubation, voire même ventilation mécanique en cas d'arrêt respiratoire par exemple. Donc là, c'est un traitement à mettre chez tous les patients. Traitement d'état de choc, plus l'hospitalisation en unité de soins, plus la surveillance. Le traitement spécifique, c'est la fibrinolyse, la thrombolyse et la deuxième indication en cardiologie, l'embolie pulmonaire. Donc il y a deux indications de la thrombolyse en cardio, c'est l'infarctus du myocarde qui vient dans les 12 heures. Deuxième indication, c'est l'embolie pulmonaire grave avec état de choc. Seule l'embolie pulmonaire grave avec état de choc peut bénéficier d'une thrombolyse. Toutes les autres, on ne va pas les thromboliser. Bien sûr, en thrombolisant, on met également le traitement anticoagulant, hein, avec la même durée, les 3, 6, 12, voire même à vie. Donc, on met de l'héparine avec relais par les antivitamines. En cas d'échec, les formes graves, ou là, en cas de contre-indication à la thrombolyse dans les formes graves, absence de réponse ou bien contre-indication, on peut faire ce qu'on appelle l'embolectomie chirurgicale. C'est-à-dire qu'on va ouvrir l'artère et on va enlever. Là c'est vraiment une solution de sauvetage dans les formes graves quand ça ne répond pas au thrombolytique ou là quand il y a une contre-indication au thrombolytique. On a l'interruption de la veine cave. C'est quoi l'interruption de la veine cave? On va introduire dans la veine cave inférieure ce qu'on appelle un filtre. C'est le filtre.
on va l'introduire à l'intérieur de la veine cave, il va empêcher de nouvelles embolies. Parce que ça, c'est la veine cave, il va empêcher de nouvelles embolies de partir vers le haut, vers l'artère pulmonaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le filtre cave. Quand est-ce qu'on met un filtre cave? Il y a deux indications. Vous avez les embolies pulmonaires avec contre-indication aux anticoagulants. Quand il y a une contre-indication aux anticoagulants, on est vraiment coincé. C'est-à-dire un filtre cave pour éviter les récidives d'embolie. Parce que ce n'est pas un traitement curatif, ça. Ou bien, si le patient il fait une récidive, malgré un traitement, ça veut dire que c'est les échecs. Échec du traitement anticoagulant, ou bien contre-indication au traitement anticoagulant, on peut donc demander un filtre cave. Pour résumer un petit peu, dans les embolies pulmonaires sans état de choc, c'est l'anticoagulant, anticoagulation pendant 3 ou 6-12 ou plus de 12. Dans les embolies pulmonaires graves, le traitement de base et la thrombolyse, bien sûr associé à l'anticoagulation. S'il y a échec ou contre-indication à la thrombolyse, on peut indiquer l'embolectomie chirurgicale. S'il y a échec au traitement anticoagulant, ou bien s'il y a contre-indication au traitement anticoagulant, on peut mettre un filtre cave au niveau de la veine cave inférieure. Bien sûr, si vous avez la disponibilité, on parle toujours de théorie. Sur le plan pratique, on n'a ni l'embolectomie chirurgicale, ni le filtre cave. Donc, si vous avez la disponibilité de ces deux techniques. Le traitement préventif, donc généralement, on indique la prévention des phlébites chez les malades à haut risque, les malades qui sont alités, etc., hospitalisés. On met un anticoagulant à dose préventive. C'est pour ça qu'on donne, par exemple, l'Ovenox 0,4 chez les femmes après l'accouchement, parce qu'elles sont généralement la mobilité réduite. Chez les sujets qui sont hospitalisés, alités, on va donner une prophylaxie également. Donc, un traitement anticoagulant à dose prophylactique, généralement, on donne le Lovenox à dose 0,4. La mobilisation et le lever précoce des malades alités, des femmes également après accouchement. Avant, on conseillait aux femmes, avant, on a généralement déjà un rituel, et que la femme après l'accouchement, elle va rester 40 jours au lit. Actuellement, c'est formellement déconseillé, contre-indiqué. Juste après l'accouchement et même juste après une césarienne, il faut bouger pour éviter les risques. D'ailleurs, vous voyez que les femmes après, par exemple, césarienne, le lever est permis le lendemain. Dès le lendemain, le lever est permis et les premiers pas sont permis dès le lendemain de l'intervention. Chez les malades qui ont insuffisance veineuse, on peut indiquer les bas de contention. Quels sont les bas, des bas de contention qu'on peut porter au niveau des membres inférieurs? Ça comprime les membres inférieurs et ça aide au retour veineux. Ça, c'est beaucoup plus pour les patients qui ont une insuffisance veineuse au niveau des membres inférieurs. Voilà la dernière plaque, l'algorithme qui va résumer toute la prise en charge de l'embolie. Embolie avec hypotension ou état de choc, la mortalité dépasse 25. Donc, c'est le haut risque. On a l'hypotension, l'état de choc, ou comme le score PESI, bien sûr, positif, et vous avez la dysfonction VD, et vous avez les marqueurs. La hospitalisation en réanimation, et c'est la fibrinolyse. S'il n'y a pas d'état de choc, et le PESI 0, les marqueurs négatifs, la dysfonction n'existe pas. Ça, c'est le faible risque, mortalité moins d'1%. On peut hospitaliser pendant 24-48 heures juste pour mettre le traitement anticoagulant en route. On peut même traiter à domicile. Le traitement et le malade donc, va continuer le traitement à domicile. La base, bien sûr, c'est le traitement anticoagulant. On a les patients à risque intermédiaire, d'où les deux. C'est des patients qui ont un PESI supérieur à 0, c'est-à-dire au moins un facteur du score PESI. Mais ils n'ont pas d'état de choc, ils n'ont pas de collapsus. Donc, en fonction de la dysfonction VD et des biomarqueurs, si les deux sont présents, on parle d'un intermédiaire élevé. Si un seul ou 0, c'est un intermédiaire faible. Pour l'intermédiaire faible, on les hospitalise, hospitalisation conventionnelle, dans un service, on appelle service froid, simple, avec traitement anticoagulant pendant quelques jours, hospitalisation pendant quelques jours. L'anticoagulant, on a vu la durée de traitement anticoagulant. Par contre, s'il s'agit d'un intermédiaire élevé, ils sont à très haut risque d'évolution vers l'état de choc et le collapsus. S'il s'agit d'un intermédiaire élevé, on les hospitalise en unité de soins intensifs, il faut les surveiller de très près. On met un anticoagulant et à la moindre dégradation, on peut fibrinolyser. Bien sûr,
on ne fibrinolise jamais, on ne thrombolise jamais en absence d'état de choc et de collapsus. لازم يكون un état de choc ou collapsus pour thromboliser. Le but de cette stratification, surtout il mise sur cette catégorie à haut risque. C'est une catégorie à haut risque d'évolution vers la catégorie. Donc, demain, il faut les surveiller de très près, il faut les mettre en unité de soins intensifs, il faut les scoper, on met un traitement anticoagulant, à la moindre chute de la pression artérielle, il faut les fibrinoliser. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin du cours. J'espère que ça n'a pas été trop long. Donc, s'il y a des questions, on va répondre. Pourquoi négatif est un signe? Bon, le chi, c'est pour l'onde négative. Vous savez que quand il y a une ischémie, quand il y a une ischémie, quand il y a une embolie pulmonaire, le ventricule droit, il peut être dilaté. Quand le ventricule droit professeur. Hein? Quand le ventricule droit est dilaté, il peut y avoir une ischémie. S'il y a une ischémie, le ventricule droit, il est à droite. Le territoire droit, c'est V1, V2, V3. Donc, on peut trouver une onde T négative en V1, V2, V3. C'est un signe en faveur d'une ischémie du ventricule droit dans le cadre, bien sûr, de suspicion d'embolie. Si, par exemple, on est devant une personne généralement hypotendue et qui consulte pour une dyspnée. Voilà. Si c'est une très, très bonne réponse. Et surtout l'algorithme. Certes, je n'ai pas détaillé bien l'algorithme avec le. Donc, la définition du haut risque, c'est une pression inférieure à 90 ou bien une chute de plus de 40 mm mercure en moins de 15 minutes. Ça veut dire que si le patient est déjà connu hypotendu, a déjà une pression inférieure à 90. Dans ce cas-là, on va se baser sur le deuxième critère, c'est-à-dire la baisse de plus de 40 mm mercure et c'est rapidement en moins de 15 minutes. Quel est le traitement de l'embolie pulmonaire idiopathique? Le traitement est le même. Le traitement embolie pulmonaire idiopathique ou les surfacteurs favorisants, le traitement est le même. C'est l'anticoagulant et dans les formes graves, c'est la thrombolyse. Par contre, dans l'embolie pulmonaire idiopathique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un traitement plus prolongé. Tu as cherché tous les facteurs, on a cherché tous les facteurs déclenchants, on n'a pas trouvé un facteur déclenchant. Dans ce cas-là, on va maintenir le traitement pendant au moins 6 mois, voire même jusqu'à 12 mois. Il y a des patients qui font des récidives d'embolie pulmonaire idiopathique. Dans ce cas-là, on va penser à la thrombophilie. Et dans ce cas-là, on peut maintenir le traitement plus de 12 mois, voire même à vie. Donc le traitement est le même. Ce qui va différer, c'est surtout la durée. C'est la durée de traitement entre idiopathique et embolie pulmonaire déclenchée. J'ai pas compris la partie gazométrie. Bon, pour Facebook user, j'ai pas compris la partie. Donc, quand il y a un défaut de perfusion, l'artère est bouchée, donc il y a une hypoxie, parce que le sang, il n'arrive pas bien au niveau des poumons, qu'il y a des segments qui ne sont pas perfusés. Donc, on aura une hypoxie. La réaction directe de l'organisme, c'est quoi? C'est qu'il se met en hyperventilation, accélération de la fréquence respiratoire, pour essayer d'augmenter le transfert de l'oxygène. Mais comme le transfert de l'oxygène à travers la barrière est plus difficile par rapport au CO2, le CO2 est beaucoup plus diffusible que l'oxygène. Donc, qu'est-ce qui se passe? On aura une hypoxie et on aura une hypocapnie. Parce que le CO2 est très diffusible, donc il sera éliminé en excès par l'hyperventilation. C'est généralement ce qu'on trouve, hypoxie, hypocapnie. Et quand il y a une hypocapnie, on va trouver une alcalose respiratoire. Et quand on va trouver une ou une hypercapnie, là c'est un signe d'extrême gravité. Ça veut dire que malgré qu'il y a une hyperventilation, et malgré que le CO2 est très diffusible, le CO2 est toujours en excès dans le sang. Donc la normo et l'hypercapnie, c'est des signes de gravité. Donc quand on fait les gaz du sang, quand je trouve gaz du sang strictement normaux, je peux éliminer le diagnostic d'embolie pulmonaire grave. Par contre, je ne peux pas éliminer le diagnostic d'une embolie pulmonaire non grave. Parce qu'elle peut traduire une ischémie hypertrophique un bloc de branche parmi les signes. Voilà, ça, c'est une réponse. Donc, Dr Thiard a bien répondu à la première question. S'il vous plaît, c'est quoi l'examen complémentaire de première intention chez la femme enceinte? Est-ce qu'on peut donner un anticoagulant
chez elles pas contre-indiquées. Il y a une grosse discussion. Donc, je vais vous résumer chez la femme enceinte. Chez la femme enceinte, c'est un grand problème. Déjà, problème diagnostique. Ensuite, problème thérapeutique. Déjà, problème diagnostique. L'angioscan contre-indiqué. Quoique, qu'elle est colique au-delà du premier trimestre, le risque de malformation avec les rayons diminue, mais en fait, l'angioscan est contre-indiqué. La scintigraphie, chez nous, généralement, n'est pas disponible. Moins de radioactivité, mais n'est pas disponible. Donc, généralement, on se contente de l'échodoppler veineux des membres inférieurs. Et de l'échocardio, bien sûr, hein, s'il y a une dysfonction VD. Donc, si on trouve un échodoppler veineux des membres inférieurs positif, avec un tableau associant donc les signes cliniques, le CG, on peut demander un téléthorax au-delà du premier trimestre. Dans ce cas-là, on peut considérer comme étant une embolie pulmonaire et on va la traiter. On va la traiter par quoi? Par un anticoagulant. Donc, l'anticoagulant, en général, hein, ne sont pas contre-indiqués au cours de la grossesse. Mais il y a des précautions. Sachez que les antivitamines K sont formellement contre-indiqués le premier trimestre. Il y a un risque de malformation tératogène. Le premier trimestre, on met de l'héparine. L'héparine, par exemple, pendant 3 mois. Si elle fait une embolie pulmonaire pendant le premier trimestre, on maintient l'héparine pendant 3 mois. Seules les héparines peuvent être données pendant le premier trimestre. Au-delà du premier trimestre, deuxième trimestre, le 9e mois, les antivitamines K sont autorisées. Jusqu'au dernier mois, les antivitamines K sont déconseillées parce qu'il y a le risque d'hémorragie au cours de l'accouchement. Donc, je résume. Le premier trimestre, c'est contre-indiqué. Le dernier mois, c'est contre-indiqué, les antivitamines K. Quand c'est contre-indiqué, les antivitamines K, on va mettre de l'héparine. Donc, on peut traiter une femme enceinte avec des anticoagulants. Pourquoi la fibrinolyse est contre-indiquée en cas d'embolie pulmonaire? Bon, pourquoi? Parce que, tout simplement, il n'y a pas de preuve. Ils ont essayé, une étude a essayé de faire de la thrombolyse chez des patients qui ont une embolie pulmonaire à risque intermédiaire élevé. Ça veut dire que c'est la catégorie la plus grave après le haut risque. Alors, ils ont trouvé que la fibrinolyse n'a rien apporté. Au contraire, il y a eu un surrisque hémorragique. Donc, mais aucun effet. C'est pour ça que la fibrinolyse n'est indiquée que chez les patients qui ont un état de choc ou là, un collapsus. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter ta l'embolie partie terre? La l'embolie distale et proximale. Donc, quand il y a une embolie proximale, ça veut dire que l'embolie va s'arrêter au niveau du tronc ou là au niveau des branches proximales. Le risque, c'est quoi? C'est que le VD va trouver une résistance élevée. Donc, il va se dilater et l'oreille droite va se dilater. Ça va comprimer les cavités gauches. Et comme les cavités gauches vont être comprimées, l'éjection diminue et il y a le risque d'état de choc et de collapsus. C'est presque toujours, c'est des embolies proximales. Et quand l'embolie est très distale, quand l'embolie est petite, quand l'embolie est de toute petite taille, il faut l'artère tronc, l'artère pulmonaire, l'artère lobaire, l'artère segmentaire, et puis il va obstruer une toute petite artère, donc un tout petit segment. Dans ce cas-là, le ventricule droit, il ne va pas trouver de grande résistance à l'éjection. Donc, il n'y a pas de risque de dysfonction. Il n'y a pas de risque vraiment de dysfonction ventriculaire droite. Là, c'est beaucoup plus, parce qu'on est proche de la plèvre, hein, quand c'est distal, on a la réaction pleurale et donc la dyspnée. Donc, c'est une embolie. Hein. La distale est une embolie, mais le risque de dysfonction et d'état de choc est vraiment minime, voire même inexistant. Est-ce qu'on associe? Bien sûr. Est-ce qu'on associe? Oui, on doit associer. On doit associer. Donc, quand on thrombolise, on doit anticoaguler. Ça veut dire que l'anticoagulant fait. La durée, c'est la même. 3, 6, 12 ou la plus de 12. Dans l'embolie pulmonaire grave, on va thromboliser. Bien sûr, on ne commence pas la thrombolyse. On va d'après la thrombolyse, dans les traitements anticoagulants avec la même durée. Pourquoi les D-dimères perdent par le négatif? Voilà. Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi on ne demande pas les D-dimères quand la probabilité est élevée? Parce que les études ont été faites également. En cas de probabilité élevée, si on fait les D-dimères, on peut trouver des D-dimères qui sont normaux alors qu'il s'agit bel et bien donc d'embolies pulmonaires. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de place. Ça veut dire que tu peux méconnaître des embolies alors que parce que les D-dimères sont négatifs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de place. Ça a été retrouvé dans les études.
Comme des dimères, ce n'est pas quelque chose de très sensible ou de très spécifique. Donc, il ne garde de place que dans les probabilités faibles ou les intermédiaires. Dans les fortes probabilités, il vaut mieux faire d'emblée l'angioscan. Oui, la scintigraphie, dans tous les cas, il faut la faire précocement. Plus on la fait de façon précoce, plus on a la possibilité de trouver un territoire non perfusé, mais ventilé. Mais plus on perd le temps, plus il y aura de la bronchoconstriction. Donc, on ne peut pas mettre en évidence, parce que la scintille, c'est des clichés, ventilation et perfusion. Donc, on va comparer la ventilation et la perfusion. Donc, si on a une bronchoconstriction, ça devient un territoire non ventilé, non perfusé, et on ne va rien mettre en évidence. Donc, il faut la mettre le plus précocement possible. Est-ce que le retentissement de l'embolie, quel est le retentissement? Le retentissement, il n'y a de retentissement que dans les embolies pulmonaires graves. Les embolies pulmonaires graves, les ventricules droits et l'oreillette droite sont dilatés, ça va comprimer les cavités gauches, ça comprime les cavités gauches, et ça va entraîner un état de choc ou un collapsus. C'est le seul retentissement de l'embolie sur les cavités gauches. Quel est le mécanisme de l'expansion volumique? Un ventricule droit, quand il va trouver des résistances importantes, parce que l'embolie pulmonaire grave, elle est généralement proximale. Donc le VD, il va lutter contre un obstacle. Le principe du traitement symptomatique, le principe du traitement, c'est qu'on va encore le surcharger plus, parce que selon la loi de Frank-Starling, plus les fibres sont étirées, plus la force est importante. Donc on va l'étirer encore plus par l'expansion volumique, mais on va l'aider, parce que c'est un ventricule droit qui est dilaté. Donc il ne faut pas mettre le remplissage wahdo. Remplissage plus les drogues inotropositives. Dobruterex, par exemple, qui va accélérer la contractilité. Donc, il ne faut pas mettre l'expansion wahda. Si tu mets l'expansion wahda, tu risques d'aggraver la congestion, l'hépatomégalie, etc. Donc, il faut mettre et l'expansion, on surcharge le ventricule droit, et on va l'aider par des inotropes positifs. Les cavités aussi, les cavités droites dilatées compriment les cavités gauches. Ça, c'est une réponse. Il y a un obstacle. Donc, je pense qu'on arrive, qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et au prochain cours, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Inch'Allah, merci professeur.